Pour créer l'une des armées les plus puissantes de son époque, il était nécessaire d'avoir des individus capables de supporter des règles rigoureuses, de suivre une formation prolongée mettant à l'épreuve les limites de la patience, et de posséder des attributs physiquement irréprochables pour résister à des conditions difficiles. Au VIe siècle avant notre ère, la cité-État de Sparte, située dans la région du Laconie, dans le sud de la Grèce, avait établi des lois puissantes incorporant toutes ces qualités à ses membres. Au cours du siècle suivant, ces lois les transformeraient en l'une des machines de guerre les plus redoutables du monde antique. Sparte avait un système militaire unique, ne laissant aucune place à la faiblesse. L'accent mis sur la perfection physique pour le succès militaire commençait dès la naissance. Lorsqu'un enfant mâle naissait, un rituel consistait à laver tout le corps avec du vin par la mère. On croyait que cela renforçait le nouveau-né physiquement. Ensuite, un examen approfondi était réalisé pour déterminer si l'enfant était suffisamment en bonne santé pour être autorisé à vivre. Le conseil de Gérousie, composé d'aînés de 10 Sparta, examinait en détail si l'enfant présentait des problèmes physiques. Ceux qui réussissaient le test étaient confiés à leur famille pour être élevés. Ceux jugés trop faibles et malsains étaient jetés d'une falaise près du mont Tégète. Cependant, la réalité de cette pratique est très débattue aujourd'hui. Des archéologues menant des fouilles à la base du Tégète n'ont trouvé que des os adultes, remettant en question l'idée que les familles spartiates jetaient des enfants physiquement inaptes de la falaise. Selon certaines interprétations, une petite partie de ces enfants, non déchirés par des animaux sauvages ou ne mourant pas d'une manière honteuse, auraient pu être adoptés par d'autres familles spartiates. À l'exception des fils aînés en dehors des maisons royales d'Agiade et Eurypontide, chaque enfant mâle spartiate, dès l'âge de 7 ans, était retiré de sa famille et placé dans des écoles appelées Agiades. Là, il suivait un programme de formation appelé l'agoge, caractérisé par un programme basé davantage sur la violence que sur la persuasion. La discipline était stricte, avec des règles médicales rigides conçues pour enseigner l'endurance physique et la résilience aux difficultés. Les enfants étaient mal alimentés par leurs instructeurs, et le vol de nourriture pour subvenir à leurs besoins était encouragé. Cependant, ils devaient être extrêmement prudents en le faisant car aucune erreur n'était laissée impunie dans l'agoge. Ceux qui étaient surpris en train de voler pendant le processus étaient impitoyablement fouettés, et leur ration quotidienne était encore réduite. Cette méthode visait à accroître la résistance des enfants spartiates à la faim. De plus, elle leur enseignait à rester vigilants et à éviter les punitions. L'agoge n'était pas un programme éducatif ouvert à tous. Les ilotes, esclaves et critiqués après avoir été capturés lors de guerres, et les périèques libres, citoyens non spartiates, ne pouvaient pas y participer. La seule exception était Xénophon, écrivain et philosophe athénien, fils du roi spartiate second Agésilao et admirateur de l'entraînement militaire spartiate. Hormis lui, l'agoge était exclusivement réservée aux citoyens spartiates libres. La première étape du programme éducatif en 3 parties appelée Alide couvrait les âges de 7 à 17 ans. Les enfants apprenaient à vivre en groupe et à prêter allégeance à l'État plutôt qu'à leur famille. Le développement physique était une priorité dans le système éducatif spartiate, mais on attendait également des enfants qu'ils acquièrent certaines compétences en lecture, écriture, musique et danse. Les plus âgés et plus forts étaient chargés de ramasser du bois quotidiennement, tandis que les plus faibles devaient collecter des objets plus légers tels que des fruits, des plantes, des herbes et de la paille. Le diabouage, une lutte intense pour la survie dans des conditions naturelles, devait être conforme à un tel mode de vie. Pendant cet entraînement, les enfants étaient privés de nourriture et d'eau pendant des jours, forcés de se baigner dans les eaux glacées de la rivière Eurota, et leur endurance à la douleur était renforcée par le rire. Après le dîner, les instructeurs principaux racontaient aux jeunes des histoires héroïques, lisaient des poèmes sur la guerre et l'histoire, et les mettaient au défi d'expliquer, renforçant ainsi leur faculté mentale pour renforcer leur capacité logique. On s'attendait à ce que les réponses soient aussi concises et claires que possible, car l'action était considérée comme plus précieuse que la parole pour les Spartiates.
En atteignant l'âge de 18 ans et en devenant adulte, il passait à la deuxième étape de l'éducation appelée pédisco, s'engageant dans l'armée spartiate. Se montrant un potentiel de leadership, était sélectionné pour une organisation secrète de police dont le but principal était d'observer chaque mouvement et de tuer impitoyablement si nécessaire. Ainsi, les Ilotes, craints de se révolter à tout moment, étaient maintenus sous contrôle. Ceux âgés de 20 ans subissaient une phase de 10 ans de tests physiques et mentaux, rejoignant des unités de 15 membres pour devenir des soldats spartiates à plein temps. Cela en faisait l'une des machines de guerre les plus redoutables du monde antique. Pendant cette période, ils continuaient à vivre dans des casernes et tentaient de gagner une position importante parmi les unités de cavalerie spartiates. Cependant, pour obtenir des droits de citoyenneté complets, ils devaient réussir l'étape du test Oplonomo, participer aux élections et se marier. Tout ce système était organisé par le roi semi-légendaire de Sparte, Lycurgue. Néanmoins, la plupart des historiens pensent que le système s'est développé vers le 7e siècle avant notre ère. Quoi qu'il en soit, les vertus militaires spartiates étaient très valorisées. La Ligue devait en être consciente, car les Spartiates étaient interdits de s'engager dans des guerres prolongées contre leurs ennemis. Cela rendait difficile pour les États rivaux de décrypter les tactiques employées par les soldats spartiates. En temps de guerre, les rois effectuaient des dédicaces à Zeus, tentant de savoir si la campagne à venir était approuvée. En cas de signe positif, le feu sacré, soutenu par du sumac, était pris par un responsable appelé un policier et transporté sur le champ de bataille avec l'armée. Cela assurait le soutien divin des dieux. La viande des chèvres et des moutons sacrifiés à Zeus était ensuite distribuée aux soldats. En marche, les familles de Périèques vivant dans les montagnes du nord de Sparte et les cavaliers spartiates marchaient à l'avant de l'armée. Ces groupes servaient à la fois de force d'intimidation avec leurs armes légères et d'unité de reconnaissance rapide. Les citoyens formaient ensuite deux longues rangées entourant les mules de bâtiment, chacune transportant un sac de provisions contenant du pain de seigle, du fromage et de la viande salée suffisant pour 20 jours par soldat. Cependant, chaque Spartiate avait le devoir de porter sa propre arme. La seule protection contre le froid la nuit était la cape rouge appelée « propre jumeau », reçue annuellement de l'État à partir de l'âge de 12 ans. Ils passaient les nuits en plein air ou dans des abris naturels. Ils n'avaient ni tente ni lit. Tout au long de la chasse, ils se préparaient à ces conditions difficiles en dormant sur le sol dur près des rives de la rivière Eurota. Dans ces épreuves, en atteignant la frontière d'un État étranger, des sacrifices étaient à nouveau offerts à Zeus et à Athéna. En atteignant le champ de bataille, un camp était généralement installé près des sources d'eau. Le camp lui-même était disposé en carré avec des animaux, divers matériaux et des chorales placées au centre. Les familles d'élite et les cavaliers patrouillaient depuis des hauteurs. L'objectif était d'observer d'éventuels ennemis à proximité et d'empêcher quiconque de s'échapper du camp. Les Spartiates devaient respecter un emploi du temps strict pendant toute la marche. Exercice physique avant le petit déjeuner, inspection rigoureuse par les officiers et longues heures de garde faisaient tous partie du programme. L'après-midi, les soldats organisaient diverses compétitions sportives sous la supervision d'un officier de haut rang appelé le télémarque. Comme l'a exprimé Claude dans son argot, les Spartiates considéraient la guerre comme une sorte de vacances. Lorsque le jour de la bataille arrivait, les hoplites se jetaient sur le champ de vision de l'ennemi à l'aube. Ils préparaient soigneusement leurs boucliers et leurs armes, arrangeant leurs longs cheveux. Lorsque les trompettes de guerre retentissaient, chaque Spartiate récitait une lamentation écrite pour un héros. Après un certain temps, la chanson était accompagnée d'une flûte. La phalange spartiate, généralement composée de 8 hommes debout côte à côte, prendrait lentement forme. À l'approche des ennemis, ils faisaient face à un mur impénétrable de boucliers remplis de lances. L'armée spartiate s'approchait lentement mais sûrement des forces ennemies. La flûte accompagnant la chanson déterminait le rythme de leur progression. Les Spartiates utilisaient souvent la tactique de la phalange, où 8 hommes se tenaient côte à côte avec leurs boucliers ronds,
créant une formation en forme de mur rempli de lances. Bien que cette tactique ait été utilisée par de nombreuses armées dans le monde grec, la phalange spartiate s'est forgé une réputation pour sa nature inébranlable et son unité. Cependant, pendant la guerre du Péloponnèse, Spartiates et Athéniens employaient parfois des peltastes, des troupes légères. Néanmoins, la phalange demeurait la tactique de bataille principale. L'objectif de la bataille était de briser complètement la ligne ennemie. Cependant, il était parfois difficile de déterminer qui gagnait. En de tels moments, les soldats avaient tendance à abandonner leurs boucliers pour s'échapper. Par conséquent, selon les lois spartiates, l'arpesa, qui signifie abandonner le bouclier sur le champ de bataille, la désertion et la fuite, étaient considérés comme des crimes graves. Poursuivre un soldat ennemi en fuite était également interdit par les lois spartiates après la victoire. Cela empêchait que les unités spartiates ne soient inutilement mises en danger. Après la guerre, leur seule mission était de recueillir les corps des camarades tombés sur le champ de bataille. Les armures et les casques retirés des corps des soldats tombés étaient placés sur un tronc en bois pour être laissés comme un mémorial pour que les événements de la journée soient mémorisés. Cependant, la nature de ces monuments variait en fonction de l'importance de la bataille. Par exemple, une statue de lion a été érigée à Thermopyle en mémoire du roi Léonidas, mort lors de la bataille contre les Perses. Le système militaire spartiate était construit sur la base d'une endurance physique parfaite. Chaque soldat spartiate fonctionnait comme une partie intégrante d'un ensemble extrêmement puissant. Ils avaient suivi un programme pour créer les individus les plus endurants du monde antique. Cependant, leur supériorité ne dura pas longtemps. La défaite contre Thèbes en 371 avant notre ère marqua le début d'un déclin prolongé pour les Spartiates. Lorsque l'Antiquité prit fin, le nom des Spartiates ne fut plus rappelé que dans le contexte de leur système d'entraînement militaire développé. Peu de choses subsistaient d'eux.